Le Mali rebaptise les voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Il porte les noms des personnalités nationales, une façon de les immortaliser afin qu'elles servent de repère pour la nouvelle génération. La cérémonie de baptême s'est déroulée à la place de la Confédération des États du Sahel, précédemment place du sommet Afrique-France située à Calaban-Croix. La communauté chrétienne célèbre demain 25 décembre Noël ou la fête de la Nativité. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes au nom du président de la transition souhaite joyeuse fête à la communauté chrétienne et l'invite à la paix et à la cohésion sociale. Démarrage des travaux de la route Bamako-Koulouba-Kati-Samé. L'entreprise est à pied d'œuvre. Le constat a été fait cet après-midi par le directeur général des routes sur le chantier. L'État débloquera près de 100 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce tronçon qui permettra la fluidité de la circulation. Le renouveau de la justice en marche. Les justiciables ont désormais la possibilité de saisir directement l'inspection des services judiciaires lorsqu'ils constatent les abus sans intermédiaire. Le numéro vert disponible est le 36 111. Un an après son lancement, la structure a reçu plus de 450 appels de dénonciation. C'est le sujet de la chronique judiciaire. Voilà les titres, très ravis de vous servir. Bonsoir et joyeux Noël à la communauté chrétienne. Soundiata Keita, Samori Touré, Banzani Tera, Seydou Badjan, Amadou Toumani Touré sont les noms parmi tant d'autres donnés à des boulevards à Bamako. Des voies et avenues ont également été baptisées. La cérémonie présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, s'est déroulée tout à l'heure à la place de la Confédération des États du Sahel, précédemment place du sommet Afrique-France située à Calaban-Croix, près du marché. De la place de la Confédération des États du Sahel, le général de division Abdoulaye Maïga a déclaré que nous ferons l'Afrique même s'il faut notre sang. Mamari Koné et Aliou Touré pour les détails. C'est la désormais ancienne place de la CEDEAO, devenue à partir de ce mardi 24 décembre 2024, la place de la Confédération des États du Sahel que s'est déroulée cette cérémonie de baptême des voies, places et établissements publics dans le district de Bamako, et redonner aux Maliens sa fierté, son honneur et sa dignité. Tel est le credo du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'est en application des recommandations des Assises nationales de la refondation que le gouvernement a adopté le 13 décembre 2024 un décret portant dénomination des voies, places, édifices et établissements publics dans le district de Bamako. Il s'agit de rendre hommage et d'immortaliser certaines grandes figures de l'histoire de notre pays. La République du Mali, berceau de vastes et puissants empires et royaumes, est l'héritière d'une civilisation millénaire riche et rayonnante. Notre histoire est jalonnée d'actes héroïques et de bravoure incarnés par des rois, des empereurs, guerriers, soldats ainsi que les figures emblématiques de la politique, de la culture, des sciences, des arts et des lettres. Cette brillante histoire a souvent été éclipsée par les manœuvres d'effacement de la mémoire des peuples colonisés. Face à ce constat, nos aînés ont, dès les premières heures de l'indépendance, engagé des actions de restauration de notre histoire. Sous leur impulsion, des monuments et institutions coloniales ont été rebaptisés à l'image du lycée Terrasson de Fougères, devenu le lycée Askia Mohamed, ou encore le stade Bouvier, renommé stade Mamadou Konaté. Selon le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, cet événement traduit la ferme volonté des autorités de la transition de réhabiliter notre histoire, de magnifier nos héros et héroïnes et de renforcer nos valeurs et notre identité nationale. Force est de reconnaître que d'innombrables figures demeurent encore enfouies dans les méandres de la mémoire collective. Les questions mémorielles jouent un rôle crucial dans la formation citoyenne. Le Premier ministre a salué le ministre en charge de la culture et la Commission nationale des baptêmes pour la qualité du travail abattu. C'est impératif pour notre nation de préserver et valoriser notre patrimoine mémoriel. En attribuant ces noms, nous ne rendons pas seulement hommage aux illustres figures de notre passé, nous construisons un socle pour les générations futures. Ces noms doivent être des sources d'inspiration et de références éducatives pour nos enfants et notre jeunesse. À cette occasion solennelle, je tiens à saluer la vision et l'engagement du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, ainsi qu'à ses homologues du Burkina Faso,
son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdulrahman Chani, chef de l'État du Niger. Ces héros que nous célébrons et qui nous appartiennent s'invitent également au sein de l'Alliance des États du Sahel. J'en veux pour preuve une dimension politique de premier plan que nous partageons, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Confédération AES. Ici, de la place de la Confédération de l'AES, je salue les frères et sœurs du Sahel. Ici, je leur dis que nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Il convient également de préciser que dans un souci de justice et d'impartialité, aucune figure vivante n'a été retenue dans ce premier décret. Cette démarche vise à éviter toute tentation de culte de la personnalité et à garantir une reconnaissance historique fondée sur des faits avérés. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de la commune 5 à entreprendre des actions de préservation et de sécurisation de cette place dédiée à l'Alliance des États du Sahel. À la faveur du décret du 13 décembre 2024, plusieurs voies, places et établissements publics ont reçu des dénominations. Il s'agit de 11 boulevards, de 15 avenues, de 5 rues, d'une place publique et de 3 établissements publics. Il concerne 28 personnalités physiques et 8 personnalités morales. La communauté chrétienne célèbre demain, 25 décembre 2024, Noël ou la fête de la Nativité. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, du culte et des coutumes, au nom du président de la transition, souhaite joyeuse fête aux chrétiens du Mali. Il les invite au pardon et à faire des bénédictions pour la paix et la stabilité du Mali. La synthèse des messages du ministre Mamadou Koné et l'archevêque Robert Cissé avec Fadema Keïta. Noël ou la naissance de Jésus-Christ marque le début de l'ère chrétienne. Noël 2024 est donc l'occasion pour l'archevêque de Bamako de souhaiter les vœux les meilleurs à toute la communauté et l'exhorter à prier davantage pour un meilleur vivre ensemble dans la communion. La fête de la Nativité, qui annonce la venue du Messie ou du messager de Dieu, nous invite à plus d'approfondissement de notre foi, plus de miséricorde et d'actes patriotiques. Noël célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres humaines, le triomphe du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge et de l'amour sur la haine. Noël 2024 est un cadeau de Dieu, une invitation à la paix, à l'amour et à la réconciliation, un message qui transcende toutes nos frontières. Le signe de l'enfant Dieu, né pour nous, est une réponse aux aspirations profondes de notre nation, qui se trouve sur le chemin de la refondation et a choisi le dialogue entre ses fils. Satisfait des actes citoyens posés au quotidien par tous les chrétiens, le ministre des Tutelles les exhorte à persévérer dans la prière contre les forces du mal et afin de promouvoir le pardon mutuel et la cohésion sociale au Mali. Au nom du président de la transition, du Premier ministre, des membres du gouvernement et de tous les Maliens, j'ai saisi cette occasion exceptionnelle et merveilleuse de la nuit de la Nativité de Jésus-Christ pour vous présenter mes vœux et bonnes joyeuses fêtes de Noël. Je voudrais à cette occasion merveilleuse vous demander de célébrer la fête de Noël 2024 en reconnaissance à Dieu pour tous les résultats déjà encouragés dans la bataille contre les forces du mal. Je vous invite toujours à persévérer dans la prière afin que notre Maliba reste un, indivisible et prospère. Chers sœurs et frères en Dieu, prions les Tout-Puissants pour que la célébration de Noël 2024 fortifie davantage les Maliennes et les Maliens dans la foi, l'espérance, la charité et les incite à marcher ensemble main dans la main dans un esprit de pardon mutuel et de réconciliation. Tout en souhaitant une très bonne fête de Noël à l'ensemble des chrétiens du monde, particulièrement aux chrétiens du Mali, je demande à Dieu de bénir, protéger le Mali et de préserver les Maliens contre les ennemis de la paix. Que la naissance du Christ ou du Sauveur fasse de nous des véritables miséricordieux, épris de paix et de pardon.
et le délégué général, de l'association des groupements et églises et missions protestantes évangéliques au Mali invite également ses concitoyens à faire des prières pour le Mali. Je vous invite à suivre un extrait du message de Nouag Infayatara, des propos recueillis par Salifou Drago. Maliens et Maliennes, en ces temps difficiles pour notre peuple et nation du Mali, au moment où l'ennemi mijote des idées sombres contre notre Mali et contre nos chers membres des Amis de l'AS, rappelons-nous que Dieu est au contrôle. Face aux défis multiples qui nous assaillent, rappelons que notre Dieu est bon. Consolidons la foi par des fruits dignes de la repentance du croyant, notamment par des bonnes œuvres de bienfaisance envers les vulnérables. Nous sommes appelés, Maliennes et Maliens, à être des artisans de paix au sein de nos communautés, par nos actes concrets de compassion, de service et de réconciliation. Nous devons incarner ces paroles de Jésus-Christ, le Prince de paix. C'est par la prière et l'action que nous pourrons véritablement guérir les blessures du passé et bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Prions avec ferveur pour les dirigeants du Mali, afin qu'ils soient guidés par la sagesse et par la justice. Prions pour les forces de l'ordre, afin qu'elles assurent la sécurité de tous. Prions pour les victimes de la violence et pour tous ceux qui souffrent de l'insécurité, afin qu'ils trouvent réconfort et guérison. Joyeux Noël. À présent, le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2025, relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mercredi 25 décembre 2024, fête de Noël, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais dans les titres, les travaux de la route Bamako-Koulouba-Kati-Samé ont démarré. Une délégation du ministère des Transports et des Infrastructures était cet après-midi sur le chantier pour constater l'effectivité du démarrage. L'État débloquera près de 100 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce tronçon qui permettra la fluidité de la circulation. Abdul Karim Kaba était de la visite pour ORTM 1. Ça y est, les travaux d'aménagement en 2 fois 2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati, distant de 11,481 km² de la RN9, ont démarré. Sur le terrain, les travaux d'urgence et d'élargissement sont les premiers concernés. Dans un premier temps, on va essayer de faire des travaux d'urgence. Et dans notre jargon, nous sommes sur une section où nous avons un profil en travers qui sera en 2 fois 2 voies, avec un terre-plein central, 2 pistes cyclables, 2 trottoirs et 2 caniveaux. Mais il y a des endroits où la couche existante sera recyclée comme couche de fondation. Mais là où la couche existante n'est pas là, il faut qu'on élargisse. Et c'est ces travaux-là que nous sommes en train de faire en latérite. Lancé le 1er février 2024 par le président de la transition, plus qu'une simple route, le projet Bamako-Kati est un véritable symbole du progrès et du développement. C'est pourquoi, avec ce démarrage, la compréhension, l'indulgence et le don de soi sont parfois demandés pour la bonne poursuite des travaux. De libérer les emprises, parce que si les emprises ne sont pas libérées à temps, ça peut retarder les travaux. Donc nous lançons un appel où nous faisons confiance à leur patriotisme, à leur sens du devoir. Une fois terminé, cet axe routier reliant la ville garnison Kati et la capitale Bamako permettra de fluidifier la circulation, de réduire le temps du trajet et d'améliorer la sécurité routière. Au finish, nous allons avoir une route bitumée avec un revêtement en béton bituminé, bébé, une couche de base en grave bitume. Ça s'explique parce qu'ici, il y a un trafic poids lourd qui quitte le Sénégal et la majeure partie de ces poids lourds passent par ce tronçon. Et on aura une couche de fondation en
grave concassée et l'ancienne couche va être recyclée pour servir de couche de fondation. Le lancement des travaux de la route Bamako-Kati est une illustration concrète de l'engagement des autorités de la transition à développer le Mali et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Ce projet ambitieux est un symbole de l'espoir et du progrès pour le pays tout entier. Les forces armées maliennes, dans leur mission de sécurisation, ont saisi une importante quantité de bétail estimée à 1000 têtes de moutons, de chèvres et de bœufs. La saisie a eu lieu dans la commune de Fatoma, dans la région de Mopti. Le reportage de Oumar Maïga et Souleymane Tepsogé avec le concours de la DIRPA. Dans la région de Mopti, plus de 1000 têtes de bétail composées de moutons, de chèvres et de bœufs ont été saisies entre les mains des groupes armés terroristes dans la localité de Sakarel, dans la commune rurale de Fatoma. Une action des forces de défense et de sécurité qui prouve à suffisance la détermination des forces armées maliennes à garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens dans tous les pays et particulièrement dans la région de Mopti. Ça fait partie quand même des opérations des forces de défense et de sécurité. À chaque fois que du bétail ou du matériel saisi lors de nos opérations, et automatiquement ces bétails seront remis aux autorités pour remise à qui des droits. À l'endroit des populations, je leur demanderai toujours de continuer à fournir des informations aux FAMA, parce qu'une telle opération ne peut réussir que lorsque nous avons des informations fiables qui nous permettront vraiment d'agir à temps et aussi de protéger les populations et aussi bien que leurs biens. La totalité du bétail a été remis à la direction régionale de la production industrielle et animale afin que les propriétaires puissent les récupérer dans les règles de l'art. La libre circulation des personnes et de leurs biens est une mission régalienne des forces de défense et de sécurité. Des missions comme ça qui nous permettront vraiment de nous sécuriser nous-mêmes et aussi de rassurer les populations et de contribuer davantage à la sécurisation de l'ensemble du secteur 4. La saisie des 1000 têtes de bétail composées de moutons, de chèvres et de bœufs dans la région de Mopti à Sakarel, dans la commune rurale de Fatoma, en est une parfaite illustration. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite forme et sensibilise les FAMA sur ses missions. Ces activités de sensibilisation entrent dans le cadre de la semaine de la lutte contre la corruption. Elles sont menées en collaboration avec l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembeya. Pour plus de détails, suivant le reportage de Alousseni Touri. La police nationale, de par ses actions, peut constituer un rempart contre la corruption au niveau de la population et en son sein. Mais faut-il encore qu'elle soit elle-même imprégnée des activités de l'OCLEI, d'où l'initiative de cette activité. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers majeurs de cette refondation est assurément la lutte contre la corruption. Cela passe nécessairement par une modernisation de l'action publique, au centre de laquelle se trouvent bien évidemment les forces de sécurité et de défense. Le secteur de la sécurité publique ne fait malheureusement pas exception. Cette déviance qui n'a pas lieu d'être doit être corrigée. Même exercice avec la gendarmerie dont les agents ont partagé ce cadre avec leurs frères d'armes du Niger, du Burkina Faso et du Togo. Cet atelier est une activité phare parmi les nombreuses autres initiatives prévues par l'OCLEI durant la Semaine nationale de lutte contre la corruption, édition 2024. L'objectif recherché par l'OCLEI est de faire en sorte que les agents de police que vous êtes puissent appréhender au mieux la question de la corruption et de l'enrichissement illicite, particulièrement leurs conséquences socio-économiques et les moyens de lutte contre ces fléaux. La présente session de formation va s'axer sur 2 points. Une présentation de l'OCLEI et une communication sur la corruption en tant que facteur de génération de crises. L'Agence nationale pour l'emploi a réalisé son programme de travail annuel à 83%. Sur 86 activités programmées, 72 ont été exécutées. Ces informations ont été données hier par le directeur général de l'ANPE aux hommes de médias. On en sait davantage dans ce reportage de Fademba Keïta. Les médias suivent
Le deuxième point de presse semestriel, 17e de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. La présentation de l'état d'exécution des activités faites avec des images à l'appui porte sur le plan de travail annuel PTA 2024. Le plan d'exécution des activités au 30 novembre 2024, bref, sur la situation globale. Il y ressort que sur les 86 activités programmées, 72 sont exécutées, soit un taux de réalisation de 83,3%. Sur 2024, nous avions planifié dans la mise en œuvre à partir de la fin de l'année 2023, justement, 334 sous-activités réparties en 86 activités sur l'ensemble du territoire national. Et là, quand vous regardez la répartition des activités par domaine d'intervention, l'intermédiation qui consiste justement à tout ce qui concourt à l'emploi salarié, l'auto-emploi, la promotion de l'emploi qui concourt autour de l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Selon le présentateur, sur une prévision de 3750, 2109 emplois sont créés. 1113 agents formés en informatique bureautique. L'agence a en plus accompagné 335 porteurs de projets. La mission centrale, c'est la contribution à la politique nationale de l'emploi et vous avez toutes les missions relatives à la prospection, à la mise en relation des offres et des demandes d'emploi, l'accueil et l'orientation des demandeurs des offres d'emploi, la mise en relation, le placement, la mise en œuvre de toutes les études relatives à l'emploi et à la formation professionnelle, mais aussi la conception et la mise en œuvre de programmes d'insertion, de reconversion et de perfectionnement. Mais un groupe cible stratégique et privilégié sont les femmes et les personnes en situation de handicap. L'exercice du point de presse semestriel, qui est une innovation, résulte de ce souci de transparence de la direction générale pour montrer au public et aux usagers les réalisations effectuées durant l'exercice budgétaire, et cela en arrimage avec le plan stratégique de développement PSD Vision 2021-2025. Les journalistes restent donc les relais des activités réalisées et difficultés que rencontre l'ANPE. Un des objectifs stratégiques, c'est de faire de l'ANPE d'ici à 2025 un service public d'emploi performant pour la promotion de l'emploi et des compétences pour tous. Pour ce faire, il faut s'atteler à la résolution des difficultés que sont la faible mobilisation des ressources financières, l'insécurité sur une partie du territoire et l'insuffisance des ressources humaines et matérielles. Les responsables de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation étaient ce matin face à la presse. Il s'agissait de faire le bilan des récentes études menées sur la situation du marché de l'emploi. Les rapports de ces études permettent d'orienter les décideurs. Le reportage de Aridou Matina. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation, chargé de mener toute recherche ou étude dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et de mettre à la disposition des décideurs publics et privés les éléments de compréhension et d'orientation en matière d'emploi, éclaire la lanterne des hommes des médias à travers cette rencontre. Le premier volet de la conférence de presse a porté sur le bulletin trimestriel 2024 de création d'emplois dans notre pays à travers les informations recueillies par l'ONEF au niveau des sources administratives. Au premier trimestre, on a constaté une amélioration entre le premier et le deuxième trimestre, mais à partir du deuxième trimestre, on a constaté une chute de création d'emplois au troisième trimestre, non seulement pour le secteur privé, mais également pour le secteur public. Donc cela dénote un peu la situation économique conjoncturelle. On produit ces statistiques trimestrielles pour donner un peu une idée par rapport à la situation conjoncturelle. S'agissant de la deuxième présentation faite lors de la conférence, elle a concerné les indicateurs du marché du travail au titre de l'année 2023. C'est les résultats du rapport national sur l'emploi, donc, qui donne la situation globale de l'emploi dans le pays au cours d'une année donnée. Par rapport aux données 2023, nous avons aussi constaté une baisse du taux d'emploi de façon globale par rapport à 2022. Le taux d'emploi enregistré en 2022 était de 60,9% et par contre en 2023, nous avons constaté un taux d'emploi de 60,2%, donc soit une baisse de 0,07%. Établissement public à caractère scientifique et technologique, l'ONEF œuvre pour produire des statistiques de qualité sur l'emploi et de la formation afin de mieux orienter les stratégies de création d'emplois décents.
Et ce rectificatif, dans le reportage sur le message du ministre des Affaires religieuses, des coutumes et du culte, Dr Mamadou Koné, à la communauté chrétienne, une erreur nous a fait dire ministre des Affaires étrangères au lieu des Affaires religieuses. Toutes nos excuses. Les travaux de la 18e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako se sont tenus ce matin. L'année 2024 a été particulièrement difficile pour la structure du fait de la crise énergétique. En 2025, l'agence et ses partenaires affichent un optimisme avec le transfert des grossistes sur le site. Le reportage de Inaba. L'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako voit le bout du tunnel avec l'arrivée des grossistes qui dénote du démarrage du marché. La 18e session du conseil d'administration se tient dans un contexte économique difficile pour cette structure. L'agence a donc connu une baisse au niveau du stockage des poissons. Il est à noter que l'agence a eu des difficultés liées à l'arrêt de l'usine de fabrique de glace depuis le mois d'août, dû au manque de pièces de rechange, voire l'amortissement total des machines. Une délégation de la JICA a effectué des visites à l'agence et l'espoir est permis pour la redynamisation de l'usine, en plus de la mise en place d'une production artisanale des glaces d'une petite quantité par l'équipe technique. Pour cette 18e session, les administrateurs examinent le budget du 1er janvier au 30 novembre 2024, ainsi que le projet du budget programme 2025 de l'agence. Au titre des recettes, le budget d'État, les encaissements se sont élevés à 130 866 477 francs CFA sur une prévision annuelle de 291 500 000, soit un taux de mobilisation de 44,80%. Le recouvrement sur fonds propres. Les encaissements se sont élevés à 187 90 042 francs sur une prévision de 298 407 944 francs, soit un taux de recouvrement semestriel de 62,69%. L'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako est une référence pour le développement de la filière halieutique et aquacole. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger couvre 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le budget de fonctionnement du programme s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Les membres du comité de pilotage étaient réunis ce matin à la faveur du 5e comité de pilotage du programme. Ils évaluent les réalisations faites afin de se fixer de nouvelles orientations. Le reportage de Youssouf Tchakité. Cette 5e session du Comité national de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique est une opportunité pour les administrateurs de faire le bilan des activités réalisées malgré quelques difficultés traversées par le programme. Les grands axes reposent sur l'amélioration de la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles et l'amélioration de la résilience des populations en termes d'action de lutte contre l'ensablement, d'aménagement hydro-agricole, d'aménagement aquacole, de la pisciculture, de défense et restauration des sols et conservation des eaux de surface. Le PIDAG pour le Mali particulièrement a un financement de 14 milliards. C'est une belle opportunité pour pouvoir relancer le projet vers le bon chemin. On sait très bien que le programme a connu beaucoup de difficultés de son démarrage à maintenant. Et donc on est en train de prendre toutes les dispositions avec l'équipe du projet, avec la BAD, avec le gouvernement du Mali, notamment le ministère en charge de l'eau, pour que enfin 2025 puisse être une année de croisière, une année où nous allons vraiment prendre un nouvel élan. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau salue le bien fondé de ce comité de pilotage dont les recommandations permettront de relancer les activités du programme. Je voudrais ici renouveler la gratitude du gouvernement du Mali à l'endroit de l'autorité du bassin du Niger et des partenaires techniques et financiers du PIDAC, notamment la Banque africaine de développement
pour l'accompagnement du gouvernement du Mali dans ses efforts de préservation des écosystèmes du bassin du fleuve Niger et d'amélioration de la résilience des populations pour une gestion durable des ressources naturelles. Et enfin, le représentant du ministre rassure les partenaires techniques et financiers que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre efficace du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique PIDAC Mali. Près de 900 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté. Il a été adopté hier par les administrateurs à la faveur de la 32e session du conseil d'administration de la structure. Le compte-rendu de la cérémonie avec Ibrahim Kaoukonati. Il s'agit pour les administrateurs d'adopter le compte rendu de la 31e session, présenter et adopter le programme d'activité et le budget 2025, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de plus de 890 millions de francs CFA. Malgré le contexte difficile, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté enregistre des résultats encourageants. Nous sommes dans une crise sécuritaire, n'est-ce pas, très complexe. Et alors, il est demandé à chacun de nous d'être résilient. Et c'est pour cela, d'ailleurs, cette année, nous avons initié des soutenances collectives, alors de mémoire de fin d'année, sur le thème du rôle du conservatoire, n'est-ce pas, dans l'émergence d'une conscience patriotique au Mali à travers les arts et la culture. Parmi les activités menées cette année, il faut noter l'organisation de cette classe et la conférence pédagogique initiée grâce au partenariat du Conservatoire de Moscou et la visite de la délégation du Burkina Faso venue s'inspirer du cas du Mali. Mesdames et messieurs, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté tient une place importante dans la formation artistique et culturelle en mettant sur le marché du travail des professionnels capables de valoriser notre culture et de contribuer à son rayonnement. Pour assurer cette mission de formation de manière efficace, il a besoin de disposer de ressources humaines disponibles et qualifiées, d'équipements et d'outils pédagogiques adéquats, de programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail. Seule école supérieure d'art au Mali dans le domaine des arts plastiques, des multimédias, de la musique, de la danse, du théâtre, du design et de la gestion des entreprises culturelles et artistiques. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté a pour mission de former, de préserver et valoriser le patrimoine culturel national et africain. Le Mali était en fête ce week-end à la faveur du Forum communautaire sur l'agroécologie paysanne, une activité populaire avec à la clé des messages clairs. La population demande l'application de la loi relative à l'interdiction des dragages afin de sauver le fleuve Niger. Le reportage de Awa Adaman Koulibaly et de Karungake Konate. Le soleil était au zénith sur la place publique de Kirina dans la commune rurale du Mandé. Soucieux de l'avenir de leurs terres, eau et biodiversité, les populations du Mandé profond sont venues nombreux plaider pour la sécurisation de leurs ressources naturelles. L'usage abusif des produits chimiques a fait que l'eau est polluée à 100%. C'est l'exploitation de l'or dans le lit du cours d'eau avec les machines appelées dracs. Quand on va au bord du fleuve Niger, au bord de Kirina précisément, il y a un cimetière spécial même pour les pertes en vie humaine. Depuis 2015, l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis collabore avec ces communautés dans la mise en œuvre des commissions foncières villageoises. Aujourd'hui, il est question de co-construire avec les habitants une approche holistique de l'agroécologie paysanne.
3 axes y sont issus, dont la sécurisation des terres. Une première phase qui est la sécurisation des terres. Une deuxième phase qui est la gestion durable de ces terres et la protection de l'environnement. La troisième phase, c'est le suivi de tout le travail. Nous sommes à la deuxième phase. On a vu vraiment la maîtrise d'abord de tout ce travail par les communautés elles-mêmes. Deuxième bilan positif, c'est les différentes productions qui ont été faites. Troisième, ça c'est le dialogue qui a été créé autour de la gestion de l'environnement avec les agents des eaux et forêts et les communautés. Ce bilan démonstratif réjouit non seulement les habitants des 25 villages présents, mais aussi les autorités. Ces initiatives ajoutées aux leurs rapprochent la population du bien-être recherché. Le service des eaux et forêts aujourd'hui tend vers la vulgarisation, la sensibilisation, l'animation de la population. Le gouvernement a toujours œuvré dans ce sens-là pour que l'environnement soit protégé. Donc aussi, cette association vient vraiment aider le gouvernement dans ce combat-là. C'est une synergie d'action, quoi. Bien heureux des interactions sur la reconquête d'un terroir sain, les résidents des lieux ont démontré le lourd potentiel tant exalté du Mandé, tant sur le plan semencier que culturel. Le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires de l'Arabie Saoudite, à travers l'ONG Al-Farouk, a lancé sa campagne de distribution de vivres, campagne qui va concerner le district de Bamako et l'intérieur du pays. Elle concernera au total 6200 familles pour un coût estimé à près de 100 millions de francs CFA. Le reportage de Sokona Kamisoko. C'est une opération de grande envergure ainsi lancée par l'ONG Al-Farouk au nom du Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires, un partenaire stratégique du gouvernement. Par cette opération caritative, les donateurs font prévaloir une affirmation de Raoul Folero selon laquelle nul n'a le droit d'être heureux tout seul. L'opération en question va toucher au total 6200 familles. Déjà, cette opération qui marque le lancement a gratifié 500 familles du district de Bamako. Chacune d'elles a bénéficié des kits alimentaires. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire et compte tenu des relations fraternelles et historiques distinguées entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République serbe du Mali dans divers domaines, et en confirmation de la volonté du Royaume d'être aux côtés du peuple frère du Mali, le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires a financé un projet de distribution de 6200 paniers alimentaires en République du Mali, à Bamako, Koulikoro, Sékou et Mopti, au profit des populations nécessiteuses. Au nom des bénéficiaires, je remercie infiniment le Centre Roi Salman et l'ONG Al-Farouk pour cette action humanitaire. Ce don vient à point nommé. Que Dieu les assiste dans ces œuvres qui concourent au bien-être de la population malienne. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la sécurité alimentaire de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali. Un projet mis en œuvre par l'ONG Al-Farouk avec l'assistance technique du commissariat à la sécurité alimentaire. Il y a eu beaucoup de déplacés et avec les inondations, l'ONG Al-Farouk a fait appel à ses partenaires à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a eu la réponse avec le centre du roi Salman bin Abdelaziz qui a répondu à notre appel pour venir au secours au Mali avec l'aide de l'autorité malienne. Nous devons tous travailler ensemble pour créer des conditions de vie dignes de nos concitoyens en situation de difficultés alimentaires. Nous devons travailler ensemble en ce qui concerne les déplacés, leur donner une possibilité soit de retourner chez eux dans la dignité, soit de les réinstaller aussi là où ils sont dans la dignité en leur donnant les moyens d'être autonomes du point de vue alimentaire. Cette opération de distribution gratuite de vivres s'est achevée par l'imploration du Tout-Puissant afin qu'il étale sa grâce sur le Mali. L'association Algérie au chevet des talibés, elle a organisé ce week-end un dîner de levée de fonds. Plusieurs promesses de dons ont été faites en présence de notre reporter Ibrahim Kaoukonati. Pour soutenir le programme SOS Talibé destiné aux enfants de la rue,
L'association Allegria organise chaque année un dîner-gala de bienfaisance. Cette 5e édition de collecte de fonds en faveur des plus démunis met en exergue la solidarité des Maliens. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'action 2025 conçue pour répondre à cette crise sociale par des actions concrètes. Sensibiliser des communautés, des maîtres coraniques, des parents et des talibés eux-mêmes afin de briser ce cercle de mendicité. Selon la présidente de l'association Allegria, 10 000 enfants mendiants sont dans les rues au Mali et cette opération sera d'un grand apport. Parmi eux, les filles particulièrement vulnérables sont exposées ainsi jusqu'à des formes extrêmes d'exploitation comme la traite humaine ou l'esclavage sexuel. Ce dîner-gala de bienfaisance au programme SOS Talibé de l'association Allegria a regroupé pas mal de généreux donateurs qui se sont d'ailleurs manifestés. Dans les carrefours, devant les mosquées et un peu partout en ville, quand on voit les enfants, au lieu d'être à l'école, ils sont dans la rue pour chercher des petits sous pour soit leurs parents ou bien des employeurs ou alors des maîtres coraniques. Ce n'est pas une bonne chose. Leur avenir est hypothéqué. La solidarité, le partage sont des valeurs essentielles qui, à n'en pas douter, permettront de bâtir les fondations nécessaires pour les braver. La soirée a été émaillée par la projection de vidéos de témoignages sur les actions et les réalisations effectuées sur le terrain, justifiant ainsi l'impact des soutiens. Il y a eu aussi des prestations d'artistes pour agrémenter la soirée. Un mot de politique avec la tenue à Kita des travaux du 3e congrès du Parti Koream, convention de réflexion et d'action pour le Mali. Les congressistes venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays ont échangé sur la vie du parti, ses nouvelles orientations et d'autres sujets intéressants à la vie de la nation, nous dit Mamadi Alioubari. Après 2014 à Bamako, 2019 à Sigasso, c'est à Kita, la capitale de l'Arachide, qui a abrité le 3e congrès ordinaire du Parti Koream, convention de réflexion et d'action pour le Mali. 3 jours durant, les militants et sympathisants des partis amis ont échangé sur le thème à savoir quête et conquête du pouvoir. Nous avons un slogan, le Mali par tous. Et ce slogan, alors, s'est manifesté ici ce matin. Moi, je suis convaincu pour ma part que le Koream et l'APR peuvent, dans la mesure du possible, si besoin est, en tout cas, avoir beaucoup d'approches. Depuis la création de notre parti, nous n'avons eu de cesse de dire et d'écrire pour appeler les autorités à renforcer la 3e dimension au sein de notre armée. La 3e dimension, c'est le renforcement de l'armée de l'air. Ce 3e congrès a passé au peigne fin l'état de santé du parti Koream au plan national et les efforts consentis par la transition pour un Malikoura uni. Nous remercions de même les hautes autorités pour les signaux d'apaisement du climat social et de restauration de la démocratie qu'elles nous font parvenir depuis le changement intervenu à la tête du gouvernement il y a quelques semaines. Le rendez-vous de Kita pour le parti, c'est aussi une série de recommandations qui donnent des orientations claires au parti. À propos de l'Alliance des États du Sahel, nous étions sceptiques au départ, mais sur la distance, nous en sommes devenus partisans. Pour la simple raison que cette alliance peut résoudre durablement les problèmes de sécurité dans les frontières de nos États concernés. Nous proposons que les futures élections se fassent crescendo, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. D'abord les communales et régionales, ensuite législatives et sénatoriales éventuellement, enfin la présidentielle. Le président a saisi l'opportunité pour saluer ses militants pour l'implantation du parti Koream à l'intérieur du pays. Bingani Kunafoni, vous avez certainement entendu parler de ce nom en Bamanankan. Il s'agit du numéro vert 36111. Ce numéro permet aux justiciables de saisir directement l'inspection des services judiciaires lorsqu'ils constatent des abus. Il permet non seulement de dénoncer les abus, les dysfonctionnements, mais aussi d'avoir des informations utiles sur la justice. En moins d'une année d'exercice, l'inspection des services judiciaires a reçu plus de 450 appels de dénonciation. À Bingani Kunafoni dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Adaman Kamara.
Corruption avérée, retard des jugements, faux frais de justice et d'autres abus et dysfonctionnements. Ne cherchez pas de midi à 14h. Composez simplement les 3611 et les portes qui donnent accès à la justice s'ouvrent à vous. Avec votre numéro Malitel, vous composez le 3611. Mais pour l'avoir avec Orange, il faut nécessairement composer le numéro long. Ça, c'est le 20 20 08 87. Avec Télécel également, pour nous avoir, il faut composer le numéro long. Le 20 20 08 87. Si vous appelez avec l'un ou l'autre, c'est gratuit. Nous avons jugé utile de mettre en place un numéro vert qui permettra à ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'accéder directement au ministre, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ses directions, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'inspection, d'avoir un outil à leur disposition. Et il faut aussi dire que certains, même s'ils ont la possibilité d'avoir accès, alors peuvent être dans une certaine gêne de pouvoir écrire, dénoncer à visage découvert. C'est pourquoi cette ligne permet à tous les citoyens, de quelque bord que ce soit, de saisir les autorités pour signaler les cas d'abus, les cas de dysfonctionnement. Moyen de contrôle des actions judiciaires, l'inspection des services judiciaires a pris en charge plusieurs centaines de cas de dénonciation en seulement 10 mois. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 450 appels, c'est-à-dire des dénonciations. Toutes ces dénonciations ont été traitées. Sur la liste des faits dénoncés figurent par exemple acteurs judiciaires et justiciables. Il y a des cas de dysfonctionnement pour lesquels le justiciable est responsable. Si vous estimez que vous ne pouvez pas avoir la vérité, gagner votre procès sans aller corrompre le juge, ou bien sans aller payer des faux frais de justice, je pense que quelque part, vous devez aussi, le justiciable aussi, devait se remettre en cause. En pleine interview, l'inspecteur en chef reçoit un appel. C'est devenu d'ailleurs son quotidien. Ok. Merci beaucoup. Celui avec lequel je viens d'échanger a vu confisquer ses 22 titres. Et grâce à notre intervention, la situation a été réglée. Des résultats satisfaisants, mais certains justiciables n'ont pas encore compris l'esprit de la ligne verte et cela n'est pas sans conséquence. Si vous faites des fausses déclarations, vous risquez des poursuites judiciaires. Parce que si vous rentrez dans la vie privée de quelqu'un, une affaire qui n'a pas été judiciarisée, vous permettez de dire des choses qui ne sont pas réelles, et il y a aussi le revers de la médaille. Vous voulez dénoncer, d'accord, mais il faut que ça soit dans le cadre du fonctionnement des services judiciaires. Investi d'un pouvoir de veille, l'inspection des services judiciaires joue aujourd'hui un rôle central dans la chaîne de distribution de la justice. Chacun de nous doit se rappeler du serment qu'il a prêté. Donc on ne doit jamais se défaire de son serment. Et aussi de faire l'effort d'éviter souvent les sollicitations des citoyens. Parce que c'est vrai, tu viens chercher à me corrompre, mais je ne suis pas obligé d'accepter. Praticien du droit, le ministre Kassogué a imaginé et conçu ce numéro dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de transparence. Quand un jugement est rendu, il n'y a pas de match nul. Forcément, il y a un qui gagne et un qui perd. Mais quand vous avez véritablement tort et que le droit est dit, il faut avoir la hauteur d'esprit d'accepter la vérité. Donc, dans ce cadre, vraiment, j'encourage les gens à être objectifs dans ce qu'ils font et à utiliser les numéros de manière parcimonieuse. C'est ce qui va permettre d'assurer sa pérennité. Outil de gouvernance, le 3611 illustre que l'accès à l'information est un droit citoyen pour la justice malienne. Le 3611 pour Malitel et 20 08 87 pour Orange et Télécel. On peut affirmer sans risque de se tromper que la culture de la redevabilité s'installe davantage dans le secteur de la justice.
Et nous ouvrons cette page avec le lancement de cet ouvrage de 242 pages intitulé « Le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain ». L'auteur de la publication est Dr Aboubakar Diallo, agent de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. L'auteur dit avoir été inspiré par les idéaux qui sous-tendent la conduite des affaires par le général d'armée Assimi Goïta. Retour sur la cérémonie de lancement tenue ce lundi ici à Bamako, dans ce reportage signé Tchemoro Konaté. Dr Aboubakar Diallo, agent de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, reconnaissant des idéaux et des mérites du général d'armée Assimi Goïta. Cet ouvrage intitulé « Le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain » est un document de 242 pages qui retrace notamment la vie politique du Mali de l'indépendance à 2020. Une incitation donc à la prise de conscience. Certaines puissances étrangères, pour vivre, sont obligées de venir en Afrique, détruire le continent, détruire les pays entiers, attaquer les pays entiers, écraser les institutions et en même temps s'accaparer des ressources de ces pays-là. Aujourd'hui, il faut amener les populations maliennes et africaines à comprendre que réellement nous sommes dans un complot et à créer les conditions pour quitter ce complot qui est en train de mettre la survie même du continent en jeu. L'auteur justifie sa motivation par les actes posés par les autorités de la transition pour sortir le Mali du joug impérialiste, citant en exemple la création de la Confédération des États du Sahel, dont le général Goïta fait partie des pères fondateurs. Le nouveau panafricanisme africain est né au Mali et dans l'AES. Et je crois que les peuples de plusieurs pays vont nous rejoindre. Et les peuples et leurs armées vont agir de telle manière qu'ils seront là au rendez-vous de l'AES pour quand même sauvegarder leurs intérêts. Pour les participants à la cérémonie de lancement, l'ouvrage crée une adéquation entre les idéaux du président de la transition et ceux de certaines figures africaines ayant marqué l'histoire du continent. Le général Assimi Goïta est un panafricaniste fait. Donc on peut le comparer à ses pères qui sont passés avant lui. Dans sa pratique, il invite le peuple malien à avoir la même vision que lui et de travailler dans ce sens. Il parle effectivement des combats panafricanistes. Libération de l'Afrique, souveraineté de l'Afrique. Quels ont été les combats et quel est l'engagement de Assimi Goïta et ses camarades. J'ai compris que l'auteur lui-même s'identifie à ce combat-là. Entre autres témoignages qui illustrent la suffisance, combien cet ouvrage est une contribution de l'auteur à la moralisation en vue d'une prise de conscience des enjeux auxquels font face les peuples maliens et africains. Pour vulgariser davantage son contenu, la version Bambara sera bientôt disponible dans les librairies. Présentement, nous sommes au Faso, plus de 3149 milliards de francs CFA. C'est le budget de l'État burkinabé pour 2025, un budget en hausse de 3% comparativement à celui de l'année 2024 qui s'achève. Il a été voté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition. Le reportage de nos confrères de la RTB, Souleymane Sanou et Karim Bienkenga. Voici la plénière où est adoptée la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2025. L'exécutif a un projet de plus de 3140 milliards de francs CFA. Un budget 2025 a deux sources d'alimentation. Les recettes propres et les ressources extraordinaires, évaluées respectivement à 2 971 milliards de francs CFA et à 187 milliards de francs CFA. Les dépenses s'élèvent à environ 3 612 milliards de francs CFA. Et le déficit budgétaire s'établit à plus de 462 milliards de francs CFA. L'Assemblée législative de transition veut comprendre davantage avant de marquer son accord. Le ministre chargé des Finances va aux explications. Nous nous tenons à un carrefour critique. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux nous interpellent avec une urgence implacable, mais les actions menées par nos forces combattantes sur le terrain nous donnent de l'espoir quant à une fin certaine de cette barbarie dans un avenir proche. Notre mission est claire, garantir la sécurité, restaurer la confiance et jeter les bases d'un développement inclusif et durable. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'audace que le gouvernement vous présente le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2025. Ce budget est un instrument de combat, une arme pour construire un Burkina prospère
digne et fort. Les questions des députés ont désormais des réponses. Les 5 groupes constitués, l'un après l'autre, reconnaissent un budget sincère et en phase avec le contexte burkinabé. Puis, ce sont les votes. Les 71 votants du jour unanimement donnent quitus au gouvernement pour l'exécution du budget. Ce budget de 2025 prend en compte les préoccupations des Burkinabés. En ce sens que tous les piliers du PASD ont été pris en compte. Il y a une bonne partie du projet de loi qui est tournée vers en tout cas la sécurisation de l'ensemble du territoire et également pour des questions socio-humanitaires, gage en tout cas d'une bonne santé des populations en matière humanitaire. Le budget de l'État, exercice 2025, connaît une hausse de 3,9% comparé à celui de 2024. 27% sont consacrés à la lutte contre le terrorisme et à la reconquête du territoire national. 40% sont destinés à la santé et à l'éducation pour le renforcement du capital humain. Les 30% du budget sont réservés à la 3e priorité du gouvernement, le renforcement du développement économique et social. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales était en visite ce matin à l'hôpital national Amirou Boubacar Ndiallo et à l'hôpital national de Niamey. Le médecin colonel-major Garba Hakimi y est allé constater de visu l'état d'avancement du processus d'installation des scanners au sein de ces formations sanitaires. Les précisions de Nadia Mahaman et Amidou Abdoulaye. C'est dans la droite ligne de l'optimisation des capacités des différents hôpitaux que les plus hautes autorités à travers le ministère de la Santé publique ont doté ces formations sanitaires en différents appareils de dernière génération, dont des scanners et autres IRM et leurs installations appropriées. C'est ainsi que ce matin, à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, le ministre de la Santé publique a eu à constater que la réfection du bunker devant accueillir le nouveau scanner est bien avancée. Après les échanges entre le ministre, le directeur de l'établissement et le chef du chantier, il ressort que le bâtiment sera livré courant première quinzaine du mois de janvier 2025 et que le scanner d'une capacité de 64 barrettes est déjà arrivé à l'aéroport de Niamey. Très satisfait de l'évolution d'exécution des travaux de ce bunker, mais aussi de réfectionnement donc, de certains bâtiments. Et c'est le lieu de remercier au nom de la population bénéficiaire le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son excellent le général de brigade Abdrahmane Tchani, le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement pour le soutien constant au secteur de la santé. Deuxième étape, l'hôpital national de Niamey. Ici également, la salle du nouveau scanner est en construction et celle de l'ancien est en rénovation. Là également, le même sentiment anime le médecin colonel-major Garba Hakimi. À travers ce que nous avons vu, à travers ce que nous avons entendu, nous portons satisfaits de ce qui est en train de se faire au niveau de l'hôpital national de Niamey. À travers ces travaux de réhabilitation, réaménagement et d'autres constructions qui sont associées, c'est vraiment pour permettre un rehaussement des capacités de cet hôpital. Désormais, les établissements de santé de la capitale notamment seront au maximum de leur capacité avec d'une part l'acquisition de ces appareils de haute technologie et d'autre part les souplesses dans les frais médicaux à mettre à l'actif du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Abdrahmane Tchani. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël à la communauté chrétienne dans un Mali de paix et de cohésion nationale. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Azimon!
Nous laissons derrière